Savais-tu qu'il y a quelques mois, il y a un paysage naturel qui fascine les internautes par ses caractéristiques effrayantes et les terribles histoires qui sont racontées à son sujet? Ce lieu est-il le plus hanté au monde, comme le prétendent certains? Certains lieux sur la carte ont acquis une réputation maudite. Ce sont des endroits que beaucoup déconseillent de visiter, mais que tant d'autres sont désespérés de découvrir. Le mythique ranch Skinwalker est l'un de ces trous noirs paranormaux. On peut en dire autant du Cerro Auritorco en Argentine ou de l'Estancia La Aurora en Uruguay. Cependant, depuis un certain temps sur Internet, des histoires qui ont leur épicentre dans d'autres latitudes gagnent du terrain. Ces histoires ne tarderaient pas à se propager et à trouver leur écho, se multipliant à la vitesse de la lumière et révélant de nouvelles et terrifiantes preuves. Mais ne nous précipitons pas. Je vous préviens dès maintenant que ce que je vais vous raconter aujourd'hui risque de mettre à l'épreuve votre capacité à croire. Civilisation perdue, événements ufologiques, villages fantômes avec un passé mystérieux, êtres ancestraux avides de chair humaine, créatures étranges. Tout cela fera partie du chemin que nous ferons jusqu'à atteindre le plus sombre des montagnes des Appalaches. Si ce contenu vous intéresse sur, disons, des lieux abandonnés ou des choses plus paranormales, pas tant de vrais crimes, mais plus de ce style. Aimez-vous voir ce type de vidéo? Écrivez le mot malédiction ici en dessous et nous allons faire plus de vidéos à ce sujet. Nous en avions déjà fait d'autres, comme je me souviens de l'accord, de l'île Frenchy par exemple, et nous en avions fait... Je ne me souviens pas des détails, mais nous avions fait plusieurs contenus sur des lieux maudits. À la fin, je vais vous les laisser pour que vous les voyiez, et en plus je vous dis que nous avons tiré ce thème de TikTok. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de vidéos à ce sujet sur TikTok. Donc, à la fin de cette vidéo, quand mon rapport se termine, une fois que j'ai fini de parler, nous allons partager plusieurs TikTok à ce sujet, au cas où vous les auriez manqués ou si vous n'utilisez pas TikTok. Avec le nom de quoi? Les utilisateurs de TikTok racontent ou donnent des récits ou des enregistrements, ou des vidéos, ou quoi que ce soit. Nous les laisserons tous à la fin si jamais vous voulez les voir. Lancez cela une fois le rapport terminé. Maintenant oui, commençons. Les montagnes des Appalaches ne sont pas seulement reconnues pour leurs nombreux sentiers à la disposition des randonneurs qui aiment la nature. Il est bien connu que l'on peut parcourir certains de ces chemins et visualiser des paysages de rêve. Mais il est tout aussi connu qu'il faut les respecter et ne pas leur faire confiance. Et c'est que dans ces montagnes, le taux de disparition lié à des espaces naturels est généralement le plus élevé. C'est presque une question de statistiques. D'une part, les montagnes des Appalaches sont vraiment vastes. Ils sont situés sur la côte est des États-Unis, ont plus de 2400 km et traversent des États comme la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, New York, l'Ohio et l'Alabama. D'autre part, il est nécessaire de souligner que les Appalaches sont la chaîne de montagnes la plus ancienne qui existe sur le continent. On pense que leur formation a eu lieu lorsque les plaques qui façonnent notre carte n'étaient pas encore comme nous les connaissons. Les montagnes Appalaches se sont formées avant que de nombreux organismes vivants ne prennent de l'importance et étaient déjà immenses, quand les jours duraient de beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui. En fait, on pense que s'ils ne sont pas extrêmement hauts aujourd'hui, c'est grâce à l'usure et à l'érosion qu'ils ont subi au fil des siècles. En plus d'être très vieux, les Appalaches sont couvertes de forêts, de rivières, de ruisseaux et de zones à haute densité végétale. Ces grottes et ces sols durs les ont rendus peu propices aux activités humaines, et l'homme a choisi de ne pas perturber cet écosystème. Il s'agit donc d'un lieu où la nature est à l'abri des mains de la civilisation. Un lieu avec ses propres règles, où la nuit est complètement fermée, et où il est impossible de s'aventurer sans courir le risque de finir perdu ou mort. Un lieu d'où émergent les murmures de prédateurs, mais aussi d'anciennes histoires. Pour ne pas aller plus loin, ceux qui vivent près des Appalaches savent qu'il y a une série de règles à respecter, surtout lorsque la soirée tombe. Il s'agit de règles qui peuvent même être écrites sur une infinité de panneaux qui semblent toujours être faits par des personnes tremblantes et pressées, qui souhaitent laisser un rappel que là-bas, les choses ne sont pas aussi bonnes qu'elles peuvent paraître. Connaître les règles du lieu, et je cite textuellement si vous avez entendu quelqu'un crier ou dire votre nom, non, vous ne l'avez pas entendu. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous harcèle ou vous poursuit, ne courez pas. Ne sifflez jamais dans la forêt. Si vous avez entendu quelque chose, non, vous ne l'avez pas entendu. Si vous avez vu quelque chose, non, vous ne l'avez pas vu. Si quelque chose vous parle, non, cela ne vous parle pas. Et plus que tout, n'entrez pas dans la forêt la nuit.
Verrouillez toutes les portes et fenêtres pendant la nuit et ne mettez jamais une pancarte ou un tapis qui dit « Bienvenue à la porte de votre maison ». Ces règles ont été transmises de génération en génération parmi les habitants des Appalaches, qui cherchent la tranquillité et à ne pas s'affronter d'animaux dangereux. Cependant, ces normes visent aussi à signaler la présence d'autres entités. Présences liées au mystique et au paranormal. Il y a abondance de récits de personnes qui affirment avoir entendu des voix fantomatiques provenant de l'épaisseur des Appalaches. Des voix qui semblent parfois demander de l'aide et qui à d'autres moments semblent surgir de l'enfer même. On entend aussi d'étranges chœurs et des rires aigus. Sont-ce des sons? Il s'agit de sons effectifs, produits par des animaux et déformés par la paranoïa de ceux qui vivent là-bas. Est-ce uniquement cela, ou y a-t-il autre chose de dissimulé dans cette nature indomptée, qui se terre derrière les arbres? Existe-t-il des métamorphes, des sorciers ou des esprits tourmentés, comme le suggèrent les mythes ancestraux? Qui hurle depuis les profondeurs des grottes? Certains croient que les réponses possibles à cela peuvent se trouver dans le folklore des premiers peuples à occuper la région. Des peuples comme les Cherokees qui croyaient qu'une sorte de géant capable de se déplacer entre les dimensions habitait les montagnes des Appalaches. Un géant qui serait lié à un mystérieux rocher qui, encore aujourd'hui, peut être visité et qui suscite divers débats parmi les historiens. Celle du géant. Dans le comté de Jackson et près de la base des montagnes Appalaches, se trouve ce que l'on appelle le rocher de Udakula. Décrit par beaucoup comme l'un des plus grands mystères archéologiques d'Amérique du Nord et du monde, ce qui peut sembler exagéré mais ne l'est pas. Si l'on se promène là-bas et que l'on prend les bons sentiers, on peut arriver à un énorme rocher de 240 mètres carrés. Cependant, ce n'est pas sa taille qui attire tant de visiteurs chaque mois. Ce qui fait que tout le monde reste à la regarder pendant de longues heures, ce sont les nombreuses figures qui y sont sculptées. Nous parlons de plus de 400 dessins énigmatiques, certains d'entre eux datant de plus de 10 000 ans. Que signifient ces dessins? Est-ce une sorte de texte, une description, un plan, ou tout simplement, qu'est-ce que le rocher de Udakula? C'est ce que les archéologues et les curieux de service continuent de se demander. Alors que les spéculations vont bon train, les simples spectateurs comme les érudits s'accordent sur un point. Peut-être l'image qui ressort le plus de la pierre est celle qui semble représenter l'empreinte d'une énorme main à 7 doigts. À qui appartient cette main? Les seuls qui ont développé une réponse à cela étaient entre les Cherokees déjà mentionnés. Selon la légende que cette tribu a construite autour de la pierre, les signes de la roche de Udakula auraient été écrits par un géant aux yeux bridés qui avait 7 doigts sur les mains. Cet immense être aurait possédé les montagnes il y a très longtemps. Il était considéré comme le grand seigneur de la maison et avait une capacité supplémentaire à contrôler le temps, ce qui lui permettait de se déplacer entre les dimensions. On raconte aussi que ce géant faisait de grands sauts en s'appuyant sur le relief proéminent de la région. Ainsi, il aurait laissé une empreinte indélébile sur le célèbre rocher, aujourd'hui inscrit au registre national des lieux historiques. Beaucoup croient que le grand seigneur de la maison était une sorte de divinité créée par les Cherokees dans leur vaste monde spirituel. D'autres pensent que le géant était peut-être plus réel que beaucoup ne peuvent l'imaginer. Il y a de nombreuses théories qui disent que notre planète était habitée par des géants dans des temps immémoriaux. Ce géant était-il le survivant d'une civilisation déjà éteinte? Ceux qui croient en cette possibilité ajoutent comme preuve les nombreux témoignages d'hommes énormes qui existent dans les récits de dizaines de peuples autochtones. Beaucoup d'entre eux sans aucun lien entre eux. En même temps, d'autres études ont également révélé que tous les dessins sur le rocher n'ont pas été faits à la même période historique. Tout comme il y a des dessins qui ont 10 000 ans, il y en a d'autres qui n'ont que 3 000 ans. Quelle connaissance a été gravée sur ce rocher au fil du temps? Était-ce une sorte de point de rencontre spatio-temporel, comme le suggèrent les théories les plus extrêmes? Bien que la pierre précède les Cherokees, ce peuple l'a immédiatement interprété comme un artefact sacré. Ils ont donc commencé à utiliser leur environnement pour diverses cérémonies et rituels. Depuis toujours, les environs de la pierre jouissent d'une réputation curieuse. On dit qu'on y voit des lumières ou d'étranges présences superposées, comme si la réalité se repliait sur elle-même. À ces coordonnées, les boussoles deviennent également folles près du rocher. Mais pour cela, il y a une explication raisonnable, selon les plus sceptiques, et c'est que sous la pierre, il y a différents minéraux capables de modifier le champ électromagnétique. Quoi que l'on choisisse de croire, il est certain que les rumeurs autour de cette curiosité naturelle continuent de s'accumuler.
Selon une ancienne tradition, il y aurait deux autres pierres similaires à celle de Yudakula. Une qui aurait été victime des activités minières du XXe siècle et une autre qui serait encore cachée, très profondément dans les Appalaches. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs envisagent de réaliser des fouilles près de la pierre, convaincus qu'il est probable que d'autres éléments anciens apparaissent. Avec la possibilité de faire la lumière sur tant d'incertitudes, serait-il possible que les réponses se trouvent sous la terre? Saurons-nous un jour le secret de cette pierre? Serait-elle liée aux hommes aux yeux de lune? Ah, oui. On suppose que dans le centre des Appalaches se cacheraient des hommes et des femmes très particuliers, appartenant à une tribu encore plus particulière. Peuple avec deux. Approfondissons un peu sur les Cherokees. Bien qu'il s'agisse de la tribu la plus nombreuse des États-Unis, on en sait encore peu sur eux. On ne sait pas exactement depuis quand ils étaient dans les Appalaches, s'ils y étaient depuis toujours, ou s'ils sont arrivés dans ces lieux après des migrations successives. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été considérés comme l'une des 5 tribus civilisées par les Européens, qui se sont rapidement proposés de leur imposer leurs coutumes. Bien que les conquérants qui ont pris contact avec les Cherokees dans un premier temps ont convenu que les hommes et les femmes de la tribu étaient disposés au dialogue. Cela n'a pas empêché qu'ils les soumettent aux abus les plus divers. Ainsi, cette facile assimilation des Cherokees à la culture des hommes blancs a continué à être inhabituelle pour beaucoup, qui ont essayé de l'expliquer à travers une autre légende provenant du cœur même de ce peuple. Selon les Cherokees, ils avaient déjà eu affaire à des hommes blancs, et c'est pourquoi ils n'avaient pas été alarmés par la présence des Européens. Ils racontent qu'à un moment de leur passé, ils vivaient avec des hommes et des femmes qui étaient comme eux, mais avec une peau excessivement claire, une caractéristique qui s'étendait à leurs cheveux et même à leurs yeux. C'étaient des hommes et des femmes de petite taille, avec beaucoup de terre en leur possession et qui ne sortaient que la nuit. C'est pourquoi ils avaient gagné le surnom de peuple aux yeux de lune. Les Cherokees et ces hommes et femmes blancs avaient vécu en paix pendant un certain temps, mais ensuite il y avait eu des affrontements et les Cherokees les avaient forcés à s'enfoncer. Au plus profond de la forêt, on suppose qu'ils ont continué à vivre dans les grottes. Toute cette histoire est exposée aujourd'hui au musée historique du comté de Cherokee, après avoir été recueillie par les chercheurs. Mais ce ne serait pas la seule preuve de l'existence des yeux de lune. Dans le même musée, il y a une statue qui a été trouvée par hasard à la confluence des rivières Valley et Hiwassee au début du 19e siècle. La statue proprement dite mesure un peu moins d'1 mètre et pèse plus de 130 kilos. Et selon beaucoup, c'est une représentation de cette civilisation de petits hommes blancs. Elle apparaît avant les Cherokees et ne présente pas de traits spécifiques d'une autre tribu connue. Les hommes aux yeux de lune ont-ils existé ou n'étaient-ils qu'une légende? Cette civilisation est-elle encore cachée dans les tunnels cavernes de la région? Peut-être que ce bruit que l'on entend souvent la nuit dans les forêts des Appalaches est lié à eux. Certains croient que le peuple des yeux de lune était en réalité descendant d'un petit groupe de Gallois qui sont arrivés en Amérique bien avant les Espagnols. Et ils se sont installés dans les montagnes fumantes, autour de 1170. Certains suggèrent qu'il s'agirait de personnes albinos, mais pour l'instant, aucune réponse définitive n'a été apportée. Ce qui abonde, ce sont les possibilités, car certains ont même suggéré que le peuple aux yeux de lune était en réalité des êtres provenant d'une autre planète ou d'un autre plan. Des êtres qui seraient arrivés dans des objets volants non identifiés. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans les montagnes des Appalaches, il ne manque pas ces histoires qui parlent de lumière dans le ciel. Brown Mountain est une crête basse d'environ 2,4 km de long dans la forêt nationale de Pisgah, en Caroline du Nord. Bien que l'endroit ait un grand attrait pour la vue qu'il offre, la vérité est que beaucoup préfèrent le visiter la nuit, quand tout est complètement sombre et que seules les étoiles scintillent dans le ciel. On dit que si l'on reste dans l'obscurité assez longtemps, on peut assister à un phénomène qui est enregistré dans la région depuis le début du XXe siècle. Le premier cas parle d'un pêcheur qui en 1913 a été stupéfait de voir des lumières rouges étranges qui se déplaçaient à un point inexact de l'horizon. Beaucoup ont voulu croire que l'homme était sous l'influence de l'alcool ou leur jouait une blague. Peu de temps après, une autre personne a vécu une expérience similaire. La situation n'était plus amusante et beaucoup regardèrent les montagnes avec méfiance. Que signifiaient ces lumières qui y apparaissaient? Étaient-elles des vaisseaux spatiaux?
Un tel émoi s'était créé qu'en 1922, craignant qu'une épidémie d'hystérie collective n'éclate, la Société géologique des États-Unis a décidé d'intervenir. Après quelques jours d'installation avec leurs équipements, ils ont conclu que tous les signalements pouvaient être expliqués simplement. C'étaient des phares de voitures sur des routes lointaines. Le verdict a apporté une détente générale et les lumières ont peu à peu perdu de leur importance. Au moins jusqu'en 1916. Cette année-là, une inondation a détruit des routes et a laissé un grand nombre de locaux sans lumière. Toutes les routes environnantes sont devenues impraticables. Ainsi, toutes les lumières de Brown Mountain ont continué à danser au loin. Faute d'explication, elles sont retournées à leur place privilégiée. Comme principal attrait, le folklore populaire des Amérindiens dit qu'une bataille sanglante a eu lieu sur la montagne entre les tribus Cherokee et Catawba, où de nombreuses vies ont été perdues. Selon la légende, ces lumières seraient les fantômes de guerriers, ou les esprits des femmes qui cherchent encore ceux à qui on n'a pas pu donner une sépulture, bien que les scientifiques n'aient pas pu déterminer ce qui cause les lumières hypnotiques. Les éclairs globulaires ou les gaz naturels des montagnes sont les théories les plus avancées par ceux qui ne croient pas en énergie, spectres et soucoupes volantes. L'origine réelle de ce phénomène étonnant pour les visiteurs reste à découvrir dans les Appalaches. Les lumières sont-elles liées à la mystérieuse pierre du géant et au mystérieux village aux yeux de lune? Sont-elles également liées à l'incident qui s'est produit à l'été de 1952? Préparez-vous, car les Appalaches ont également été le centre de l'un des cas les plus extravagants des derniers temps. L'événement de Flatgoods est peut-être l'un des plus exceptionnels dans l'univers objet volant non identifié. C'était en septembre 1952. Lorsque deux frères de Virginie occidentale ont levé les yeux vers le ciel et ont vu quelque chose qui les a stupéfaits. Une énorme lumière traversait le firmament à toute vitesse, mais ce n'était pas tout. Ils ont pu deviner, par la trajectoire de celle-ci, que l'objet avait atterri ou s'était écrasé dans une ferme voisine. Les enfants ont immédiatement oublié tout jeu qu'ils auraient pu jouer jusqu'à ce moment-là et sont partis en courant à la recherche d'un adulte, à qui raconter cette chose qui avait laissé sa traînée parmi les nuages. La mère des garçons a d'abord pensé que les autres exagéraient. Elle leur a expliqué qu'ils avaient sûrement vu un avion, mais cette explication, au lieu de les calmer, a rendu ses enfants encore plus en colère. Ils étaient convaincus qu'ils avaient vu quelque chose de très différent de tout aéronef connu jusqu'à présent. Ils ont tellement insisté que le sourire moqueur de la femme a commencé à s'effacer progressivement jusqu'à ce qu'elle finisse par accepter de faire une excursion vers la ferme voisine. D'autres garçons du quartier ont rejoint l'expédition. Quand ils sont arrivés sur place, il commençait déjà à faire nuit, et c'est dans l'ombre qu'ils ont vu quelque chose de peu conventionnel. Selon eux, il s'agissait d'une soucoupe volante entourée d'un épais brouillard presque phosphorescent, qui ne tarda pas à leur piquer le nez. Et ce n'était que le début, car de l'engin est sorti un être qui est aujourd'hui connu sous le nom de monstre de Flatgoods. Je cite textuellement le témoignage de l'un des témoins de 17 ans. Éclairé avec la lampe de poche, nous avons vu un monstre de 3 mètres de haut, avec un visage rouge comme le sang et un corps vert qui semblait briller. L'étrange créature s'approcha en flottant des curieux, qui n'hésitèrent pas à fuir en panique. 1 heure après, des hommes armés se sont rendus sur place. Ils ont été accueillis par une odeur horrible et, selon des rapports locaux, ont témoigné de légères vagues de chaleur dans l'air, mais pas grand-chose de plus. Bien qu'ils disent qu'ils n'ont pas pu sauver de preuves concrètes, il s'est avéré plus tard qu'une mystérieuse boîte hermétiquement scellée avait été envoyée à Washington District de Columbia. Qu'est-ce qui était dans la boîte? Impossible à savoir. Le lendemain matin, l'étrange événement était déjà commenté dans tous les journaux locaux, qui assurèrent que plusieurs personnes du groupe qui avaient vu la créature s'étaient évanouies et avaient vomi pendant des heures. Cette information a été confirmée après vérification des rapports de l'hôpital. En effet, certains des garçons qui ont vu le soi-disant monstre de Flatgoods ont décrit que la brume qui l'entourait provoquait une brûlure intense dans la gorge et les yeux. Beaucoup des effets de cette brume ressemblent, selon certains chercheurs, à ce que produit le mythique gaz moutarde, l'agent chimique toxique qui a été utilisé comme arme dans les guerres mondiales. Cela a conduit à croire que peut-être le monstre de Flatgoods n'était rien d'autre qu'un avion secret avec des armes mortelles et des pilotes portant des tenues spéciales. Les enfants et la femme ont-ils vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir et c'est pourquoi ils se sont chargés de discréditer leur récit? Ou ont-ils découvert qu'un phénomène anormal s'était installé dans les Appalaches? Parmi les versions officielles, l'idée que les protagonistes terrifiés de l'histoire auraient souffert d'une crise d'hystérie cette nuit-là est largement acceptée. Et ils ont confondu une énorme chouette aux yeux brillants avec autre chose.
Cette explication a toujours indigné ceux qui ont dénoncé le prétendu monstre. Aujourd'hui, sur la route principale qui mène à la ville, il y a une pancarte qui dit « Bienvenue à Flat Goods, maison du monstre vert ». Il y a même dans le village un festival annuel appelé le Jour du monstre, qui se déroule à la sortie de la forêt. Bien sûr, personne n'ose s'aventurer dans l'épaisseur par peur. D'un autre côté, il ne manque pas ceux qui ont spéculé sur la possibilité que le monstre de Flat Goods n'était rien d'autre qu'une apparition précoce d'un autre des monstres typiques des Appalaches. Nous parlons de l'homme papillon légendaire, l'homme... Le 12 novembre 1966, en Virginie-Occidentale, une petite ville de quelques milliers d'habitants a été secouée par une nouvelle plutôt singulière. Les fossoyeurs d'un cimetière ont répandu la rumeur qu'ils avaient vu une figure humanoïde dans un arbre. Après être resté immobile pendant un moment, la figure a déployé ce qui semblait être d'énormes ailes et s'est enfoncée dans la forêt. Quelques jours plus tard, l'homme ailé s'est manifesté à environ 8 km de là. Il s'agissait d'une usine de trinitrotoluène de la Seconde Guerre mondiale à l'abandon. Il a été vu là-bas par deux jeunes couples qui l'ont décrit comme un grand homme volant, avec des ailes de 3 mètres et des yeux qui brillaient en rouge. Après cette observation, ils sont partis rapidement, effrayés. Une peur qui n'a fait qu'augmenter lorsqu'ils ont découvert que la créature les suivait, égalant les 160 km à l'heure auquel ils s'enfuyaient. Après une brève poursuite, l'être a changé de cap et s'est perdu dans le brouillard. La police a enregistré la plainte, mais ne l'a pas prise très au sérieux. Le lendemain, les journaux mentionnaient l'énigmatique homme papillon. Durant le mois suivant, plus d'une douzaine de cas similaires ont été rapportés. Le plus populaire de ces témoignages a été celui fait par les pompiers de la région, qui ont été stupéfaits de tomber sur la créature lors d'une tournée de routine. La police a fait une déclaration officielle arguant que tout ce qu'ils voyaient n'était rien de plus qu'une grue canadienne qui s'était écartée de sa route migratoire. Normal. Quoi qu'il en soit, des enquêtes ultérieures ont déterminé qu'à chaque fois que l'homme papillon apparaissait, une tragédie se produisait près des ponts qui s'effondraient, des incendies et autres calamités. C'est pourquoi aujourd'hui, on croit que la présence de cet être est de mauvais augure. Il faut aussi noter que l'homme papillon est souvent associé à d'autres phénomènes. Lorsqu'il apparaît, les observations d'objets volants non identifiés se multiplient et la présence d'étranges hommes en noir devient courante. C'est du moins ce qu'il raconte dans le musée consacré à ce monstre à Point Pleasant aujourd'hui. Avec le temps, il a été découvert que l'homme papillon est apparu dans d'autres parties de la carte et aussi dans d'autres parties du monde. Cependant, il y a toujours un schéma qui se répète, la proximité du lieu de conflit avec les forêts. S'agit-il non pas d'une, mais de plusieurs créatures qui se cachent parmi les arbres pour, de temps en temps, s'aventurer en ville? La présence de l'homme papillon explique-t-elle ce que certains voient ou croient entendre lorsqu'ils s'aventurent dans les Appalaches? L'homme papillon aurait-il été lié à une ville située à proximité des Appalaches et considérée comme la ville la plus hantée des États-Unis? Et ainsi, notre histoire boucle la boucle. Mystère 2. Dudleytown, au Connecticut, est réputé comme un lieu sinistre. Aujourd'hui, il est entouré de panneaux interdisant l'accès aux curieux, mais malgré cela, il y a toujours ceux qui osent franchir ses chaînes et ses fils de fer. La question est en effet tentante, surtout si l'on considère que Dudleytown est considéré non seulement comme une ville fantôme, mais aussi comme une ville purement maudite. Ce site a été fondé sur les pentes des montagnes Appalaches, plus précisément dans une zone connue sous le nom de forêt de l'entrée sombre. Le village a été bâti au début du 18e siècle par des colons, principalement issus de la famille Dudley. L'idée était de gérer une ferme. Néanmoins, la fondation de Dudleytown a marqué le début d'une légende qui continue de fasciner le monde. Certains disent que les Dudleys étaient déjà maudits avant d'arriver aux États-Unis. Une histoire très répandue raconte qu'Edmund Dudley, le patriarche du clan, aurait trahi le roi Henri VII en conspirant contre lui. Après avoir été découvert, il aurait été banni et des membres de la cour versés dans les arts sombres auraient lancé un sort destiné à pourrir les racines de son arbre généalogique. Bien qu'aucune étude ultérieure n'ait pu établir de lien direct entre cette famille et Henri VII, cela n'enlève rien au fait que la tragédie a frappé Dudleytown et ses habitants, l'une des premières familles à s'y être installée. Les Carter peuvent en témoigner. 12 de leurs membres sont morts du choléra, et les survivants ont été tués dans un épisode confus. Ce n'était que la partie visible d'un problème bien plus vaste. En 1804, le général Herman Swift a perdu sa femme, Sarah, après qu'elle a été frappée par la foudre.
Après la chute de cet éclair fatal, Herman est devenu fou et a sombré dans une profonde tristesse. On raconte que ces années ont été vraiment sombres pour tout le monde. À Dudley Town, les accidents étaient nombreux et beaucoup d'habitants ont commencé à disparaître. Certains étaient vus s'enfonçant dans la forêt la nuit, dans une sorte de transe. Qu'est-ce qui les attirait depuis l'obscurité? Qu'entendaient-ils? Pourquoi s'aventuraient-ils dans un endroit d'où ils ne sortiraient en plus jamais? Suite à ces disparitions, une rumeur s'est propagée selon laquelle les Appalaches étaient dangereuses et qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. On a commencé à parler de sorcières, de métamorphes et de toutes sortes de créatures qui utilisaient de viles tromperies pour emmener les plus désespérés dans les profondeurs les plus denses. L'idée que quelque chose de surnaturel les guettait est devenue de plus en plus présente parmi les villageois et la folie est devenue monnaie courante. Jour après jour, quelqu'un perdait sa raison et sans hâte mais sans pause. Tout un village est tombé en ruine. Comme si cela ne suffisait pas, une épidémie inattendue et peu documentée a emporté beaucoup de résidents qui n'avaient pas encore été touchés par d'autres malheurs. Au début des années 1900, beaucoup s'étaient suicidés dans leur propre maison ou dans les lieux communs et publics du village, qui étaient de plus en plus décimés. Les rumeurs avaient franchi leurs frontières et les communautés voisines refusaient de passer par là par peur de ce qui pourrait émerger de la forêt. On dit que le dernier habitant de Dudley Town a fini par céder aux forces obscures, et un jour, il s'est également aventuré parmi les arbres, clôturant l'histoire de ce village qui n'a jamais pu connaître quelque chose de semblable à la prospérité. Officiellement, on pense que la raison pour laquelle les habitants de Dudley Town ont abandonné l'endroit était due à la mauvaise qualité de la terre. Concernant les épidémies de démence et les histoires de monstres étranges, les plus sceptiques ont évoqué la possibilité que les résidents du village aient été empoisonnés par de l'eau à haute concentration de plomb, ce qui expliquerait leur comportement erratique. De nouvelles théories suggèrent également que les Dudley n'ont pas trahi le roi Henri VII, mais qu'ils auraient volé un artefact maudit, plus précisément un livre capable d'ouvrir les portes de l'enfer. On pense que la mauvaise utilisation de ce grimoire aurait lié Dudley Town à un tourment sans précédent, en plus d'avoir rempli les montagnes des Appalaches de créatures terrifiantes. Et ce, dans l'histoire de cette ville fantôme, qui a même été visitée par les Warren, le commencement de ce qui se passe dans les montagnes des Appalaches? Est-ce que tout est connecté dans cette histoire? Ouvert, quoi que nous voulions croire, il est indéniable que quelque chose se passe dans les montagnes des Appalaches. Est-ce qu'ils séduisent l'imagination par leur caractère de lieu peu fréquenté? Ces histoires sont-elles là seulement pour avertir les plus jeunes des dangers de la nature? Ou y a-t-il une part de vérité dans ce qui est raconté? Beaucoup pensent que la région est riche en mythes, car des membres de différentes cultures s'y sont établis. C'est dans la conjonction de ces folklores que l'on trouverait la raison pour laquelle les récits oraux restent si présents aujourd'hui. Pour ceux qui habitent auprès des montagnes, des civilisations cachées, des extraterrestres vivant sous la terre, des créatures ancestrales avec un appétit pour le sang humain, des démons pervers? Qu'y a-t-il dans les montagnes des Appalaches? Pourquoi les témoignages qui renforcent de plus en plus la légende du lieu hanté ne cessent-ils d'apparaître? Il reste à préciser que ce rapport exclut un grand nombre de récits parlant de sorciers hybrides entre humains et animaux, et d'autres êtres capables d'imiter même des cris d'aide pour attirer dans leur gueule les plus innocents. Que pensez-vous? Quelle conclusion en tirez-vous? Auriez-vous l'audace de résider dans un tel paysage? Pendant que vous y pensez, et comme promis, nous allons partager plusieurs TikTok d'utilisateurs qui étaient dans la zone et qui ont vu des choses, entendu des choses, enregistré des choses. Nous mettrons tout cela ci-dessous. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Sinon, restez pour le regarder. Peut-être sur TikTok ou quoi que ce soit, où vous voulez vous en souvenir, nous allons procéder à cela. Si vous voulez plus de vidéos sur des lieux hantés et autres sujets similaires, écrivez « Malédiction » en commentaire. Je vous dis au revoir, je suis Magnus Mephisto et je vous laisse avec ces vidéos. Les montagnes, Appalaches pendant la nuit. Il était à la maison seul une nuit quand il a vu ça. Dustin Fredshore, utilisateur de TikTok, vit dans les Appalaches, au Tennessee, quand quelque chose ou quelqu'un a commencé à lui rendre visite tard dans la nuit. Une voix lui demande de l'aide.
Il est de retour, on peut entendre une voix effrayante le suppliant d'ouvrir la porte, mais il est trop effrayé pour ouvrir et décide de regarder la caméra de sécurité. Et il voit ça. Quelque chose d'inquiétant peut être vu avec ce qui semble être de longs membres se traînant dans son entrée. Pourrait-il s'agir d'une mue? Tu entends? Il frappe à la porte. Il prononce ton nom, et c'est une voix familière. Mais oh, surprise! Tu es complètement seul. Mais qui cela pourrait-il être? Gabriel? Gabriel, est-il ta maman? Devrais-tu sortir? Es-tu resté là-bas longtemps? Gabriel? Sors de là! Gabriel, Gabriel, c'est ta maman. Tu devrais sortir. Alors, comment t'appelles-tu? Terrifiant, n'est-ce pas? Eh bien, cela se passe dans les montagnes des Appalaches, dans ce petit endroit, où peuvent se produire des choses inexplicables, si paranormales et si normales pour ceux qui y vivent au quotidien.